Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat à notre pays frère, la Tunisie. La Tunisie, et c'est à partir de la Tunisie que le printemps arabe a été déclenché. C'est la révolution du jasmin, comme on l'appelle, et la Tunisie est à présent est à la quête d'un plan d'action face à la repentance des djihadistes. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le Parlement tunisien pour dire non à la repentance des djihadistes. Sans exception, pas d'indulgence, pas de tolérance. La Tunisie qui a vu le retour et qui a témoigné du retour de plus de 800 membres de différents groupes djihadistes ayant participé dans des attentats ou des groupes terroristes en Syrie, en Libye et en Irak. Donc, le gouvernement est sollicité d'entreprendre une action claire. Le ministère de l'Intérieur est à la quête d'un plan d'action. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Khadija Al-Maalla, qui est professeure de droit international et juriste international. Elle est avec nous ce soir en tant que Tunisienne, patriotique. Et elle va nous en dire plus. Dr Khadija Al-Maalla, bienvenue avec nous. Merci de m'avoir avec vous ce soir. Vous êtes juriste internationale et en même temps vous êtes tunisienne et vous avez cette double vision des choses en tant que tunisienne et en tant que juriste. Tout d'abord, le chef du parti d'Ennahda avait d'abord proposé il y a quelque temps la repentance des djihadistes face à l'abandon de la violence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce phénomène, avec cette hypothèse? Évidemment non. Et je dis un non avec beaucoup de tristesse, parce que j'imagine réellement la peine qu'ont dû souffrir les familles de ces enfants, qu'on a induit en erreur, qu'on a certainement leur a raconté des histoires, mais le fait est qu'ils sont adultes et responsables, ils sont quand même partis, ils ont été responsables de plusieurs atrocités contre des peuples frères. Et cela, on ne peut pas le pardonner. Ce serait trop facile de dire non, finalement, vous revenez. À ce moment-là, c'est quoi la différence? Si chaque criminel demandait juste simplement pardon, premièrement. Deuxièmement, quelle garantie avons-nous en tant que peuple tunisien qu'une fois rentrés, sans qu'ils aient eu n'importe quelle réhabilitation, de les laisser comme ça errer dans les rues et espérer que finalement ils vont changer. Ils ne vont pas changer, ça n'a aucun sens. C'est criminel de vouloir proposer des propositions pareilles. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de responsabilité. Je pense à leurs familles aussi. Mais je pense aussi aux familles des victimes, de tous ceux qui, en Irak, en Syrie, en Libye ou ailleurs, ont subi, ou en France ou en Allemagne. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un attentat. Les Tunisiens maintenant ont la peur au ventre de se dire Dieu fasse qu'ils ne soient pas tunisiens. Vous imaginez le tort qu'ils ont pu faire à tout un peuple. Maintenant, nous sommes pratiquement, nous avons l'étiquette que potentiellement nous sommes des terroristes, un peuple. Pourtant, nous avons toujours été connus comme un peuple tellement, qui aime tellement la paix, qui aime la vie, qui aime la culture. Pourquoi faire du tort à toute une nation, à 12 millions de Tunisiens? L'objectif du chef du parti Ennahda, c'était que ces jeunes avaient besoin de traitement, de remèdes, et justement le traitement s'effectue au biais de la loi, mais aussi grâce à la thérapie et grâce au pardon et grâce au fait de les réhabiliter au sein de la société. Donc, est-ce qu'on pourrait leur donner cette chance de réhabilitation ailleurs, même avant de les ramener en Tunisie? La première question que je voudrais lui poser et poser à tous ceux qui proposent cela, premièrement, qui est responsable de leur sortie? Qui a permis que nos jeunes quittent notre pays? Parfois, ils étaient mineurs. Il y a des filles, des adolescentes de 13 ans qu'on a induits en erreur qui sont sorties. Premièrement, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de reconnaître, de dire à un moment donné, j'étais au gouvernement, j'ai été responsable, j'ai permis que tous ces jeunes quittent le pays. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si nous voulons une stratégie et qu'on en s'occupe, oui, bien sûr, il va falloir premièrement que la loi, que la justice fasse son travail. Et si dans nos prisons, on puisse aussi offrir à ces jeunes une réhabilitation qui peut durer des années, parce que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas une réhabilitation de n'importe quelle drogue, c'est une réhabilitation d'avoir été terroriste, d'avoir commis des actes
de ce genre. Évidemment, je ne les mets pas tous dans le même sac. Il est certain que certains qui ont été induits en erreur en arrivant en Syrie ont voulu repartir, ont voulu fuir, ont découvert soudain, se sont réveillés probablement. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même wahd. Ils ont tous besoin, selon leur âge, selon ce qu'ils ont fait, selon tout cela. Mais il est hors de question de vouloir laisser ces jeunes ou adultes, ou quels qu'ils soient, juste dans la société et dire, juste accepter qu'ils aient juste simplement demandé pardon. Et en plus, le pardon, il va falloir qu'ils le demandent au peuple à qui ils ont fait du tort, incluant le peuple tunisien. À condition qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait du tort, mais le problème, c'est qu'ils croient que c'était la voie du droit chemin. Mais justement, puisqu'ils croient que c'est le droit chemin, ils vont continuer à aller vers ce droit chemin en tuant plus de gens en Tunisie, en se faisant exploser, en faisant des actes terroristes, puisque justement, ils ne savent même pas que ce qu'ils ont fait était criminel. Ils croient que c'est probablement une des interprétations de la religion, et nous savons très très bien que la religion musulmane ou autre religion ne peut jamais promouvoir la violence. Sinon, elle ne serait pas une religion. En fait, au monde, dans les différents pays du monde, il y a parmi ces ressortissants des criminels et des terroristes. Pourquoi est-ce que les jeunes Tunisiens veulent retourner en Tunisie, entre autres, à votre avis ? Actuellement, parce qu'à cause de tout ce qui se passe en Syrie ou en Irak, ils sont tous maintenant appelés à repartir, puisque la situation, je l'espère, est en train de changer pour le mieux dans ces pays-là. Et j'espère que ces pays vont enfin pouvoir connaître la paix, vont pouvoir rapatrier tous leurs ressortissants qui ont été chassés de leur pays, vont pouvoir recommencer. Et il est probable justement que tous les indésirables qui sont allés faire cette guerre qui n'est pas la leur, qui n'auraient jamais dû imaginer d'y aller, ni au nom, comme je l'ai dit, de la religion ou d'une idéologie. C'est pour cela que maintenant, évidemment, ils doivent rentrer. Sauf qu'ils risquent de rentrer soit chez nous, soit dans d'autres pays. Il va falloir qu'on assume notre responsabilité et réellement trouver des solutions au lieu de les aider, de le laisser comme ça. Parce que je ne prône pas aussi qu'ils rentrent en Europe, par exemple, qu'ils continuent à faire des actes terroristes ou qu'ils rentrent n'importe où. Il va falloir que, comme je l'ai dit, ceux qui déjà ont facilité leur sortie, ont légitimé leur sortie à cause d'une certaine idéologie, qu'ils le reconnaissent et qu'ils assument leurs responsabilités. À votre avis, est-ce qu'ils sont sortis d'une manière légale, c'est-à-dire sous le regard du gouvernement qui était à l'époque présent, ou sont-ils sortis à titre individuel et à l'insu du gouvernement? Quelle que soit la manière qu'ils ont choisi de sortir, illégalement ou légalement, un gouvernement se doit toujours de surveiller ses frontières, de surveiller les personnes qui prennent des avions comme cela, parce que ça a été fait trop tard. Quand ça a été trop tard, on s'est rendu compte, on a dit maintenant les jeunes doivent avoir une autorisation parentale, plus personne ne peut voyager. Mais c'était trop tard. Ils nous ont fait perdre 3 années au début où chacun pratiquement a pu sortir légalement par la voie ou même illégalement à travers la Libye ou à travers d'autres moyens, ou a menti en disant qu'il allait faire du shopping en Turquie et qui s'est retrouvé. Dans tous les cas de figure, il est important de s'assurer que les familles sachent, que les familles aussi assument leurs responsabilités. Ne croient pas que quand leurs jeunes enfants leur disent « je vais aller travailler je ne sais pas où », il va falloir qu'ils vérifient tout ça. Je ne peux pas, moi, laisser mes enfants me dire n'importe quoi et leur permettre de partir. Et après découvrir qu'en fin de compte, ils sont allés tuer d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a eu une réunion ministérielle et le gouvernement tunisien est à la quête d'un plan d'action. À votre avis, sur quoi portera le plan d'action? On n'en a pas encore eu de nouvelles, mais d'après vous, est-ce que le plan d'action va faire plaisir aux plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté contre la repentance, ou voudrait faire plaisir, parce qu'après tout, ce sont des Tunisiens qui veulent retourner à leur pays? À mon avis, le gouvernement tunisien est dans une situation très difficile. Elle n'est pas tellement aussi difficile que ça, parce que c'est encore une fois une question de responsabilité. Quand on accepte de faire partie d'un gouvernement, nous savons exactement à quoi nous en tenir. Premièrement, on ne peut pas accepter de faire partie d'un gouvernement tout en ne sachant pas. Donc si nous sommes les bonnes personnes à la bonne place, nous sommes supposés savoir exactement quelle stratégie adopter, voir tous les cas, coordonner tout le travail entre le ministère de l'Intérieur, de la Défense, des ministères des Affaires étrangères, tous les ministères, de la santé, des affaires sociales, parce qu'en fin de compte, le problème, il est multidimensionnel. Il est essentiellement culturel. Donc, si nous voulons
que le gouvernement prenne les bonnes décisions. Il doit, d'une part, coordonner son travail, s'assurer d'avoir avec lui les meilleurs experts qu'il puisse y avoir, qui sachent, qui ont de l'expérience, écouter leur expérience, voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui s'est passé, se concerter et travailler 24 heures sur 24. Malheureusement, dans l'urgence, nous n'aurions jamais dû travailler dans l'urgence parce que des choses comme cela se préparent 20 ans avant. Une stratégie contre le terrorisme aurait dû être mise en place il y a 20 ans. Mendes France nous dit, quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Gouverner, c'est prévoir. Je comprends que nous soyons dans une phase de transition qui ne s'arrête pas. Ça fait 6 ans qu'on est en transition. Et le peuple tunisien commence à être fatigué. Et nous ne voulons certainement plus d'aucun amateurisme dans aucune décision qui va être prise. La décision doit être claire. Que devons-nous faire? Comme j'ai dit, voir le cas par cas, avoir la justice, s'assurer que tout ce qui doit être fait, comme je l'ai dit, s'ils ont besoin de réhabilitation, et ils en ont certainement besoin, ce sera dans les prisons, même dans des prisons spécialisées. Je ne les vois pas du tout être mis avec d'autres prisonniers parce que certainement ils vont continuer, n'ayant pas été réhabilités, ils vont continuer à faire leur même discours, ce dont ils ont subi, continuer. Et au lieu d'en avoir les 800 qui, j'espère, sont en prison, on peut en avoir encore 8000 ou tout cela. Donc il faut s'assurer, il faut apprendre de l'expérience algérienne. Moi, j'ai personnellement perdu en 2007 des amis très chers à cause du fait que quelqu'un a été gracié et sorti de prison. Et la première chose qu'il a faite, sans avoir certainement été réhabilité, le faire. Donc apprenons de l'expérience algérienne, concertons-nous avec la Libye. C'est un problème, comme j'ai dit, qui est transfrontalier. Il nous concerne tous. Il nous concerne même tous en tant que tous les pays arabes. Donc ce n'est pas seulement nos voisins proches, ça concerne l'Égypte, ça concerne le Moyen-Orient, certainement la Syrie, comme j'ai dit. Donc essayons de le faire de la meilleure manière, la plus professionnelle, la plus éthique, afin qu'on puisse réellement résoudre ce problème et ne pas... Quand je vous ai demandé pourquoi est-ce que ces jeunes Tunisiens veulent retourner à leur pays, vous avez dit parce qu'il y a des appels qui ont été lancés pour que ceci arrive. Mais encore une fois, des appels de la part de qui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces jeunes souhaiteraient... Est-ce que ce sont ces jeunes qui souhaitent retourner ou est-ce que ce sont les pays qui avaient abrité ces jeunes qui disent non, on n'en veut plus? Est-ce les familles des jeunes qui veulent qu'ils retournent? Parce que si les jeunes ont quitté leur pays, c'est qu'ils étaient un peu rancuniers, d'une part, pour se livrer à de telles violences. Donc, à votre avis, qui veut, encore une fois, que ces jeunes retournent? Encore une fois, ça doit être plusieurs cas de figure. Je ne pense pas que tous les jeunes soient dans le même cas de figure, que ce soit pour leur départ ou pour leur retour. Maintenant que la situation est en train de changer dans ces pays, dans la Syrie, en Irak, dans tous ces pays, certainement qu'ils comprennent bien qu'ils ne peuvent plus rester, premièrement. Que ce soit leurs familles qui ont tout fait pour les ramener, et je suis certaine qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, oui. Qu'il y ait d'autres forces ou d'autres groupes, ou quoi que ce soit. De toutes les manières, quelle que soit la raison pour laquelle ces jeunes ont envie de rentrer ou n'ont pas envie de rentrer, ce qui est certain, c'est qu'on doit résoudre ce problème. On ne peut pas, en tant que pays qui se respecte, se permettre de laisser nos citoyens aller je ne sais où et faire je ne sais quels actes et se dire non, finalement, on n'est pas responsable. Nous sommes responsables. De la même manière que les pays hôtes qui les reçoivent, que ce soit en Europe, sont aussi responsables de s'assurer que nous coordonnions en tant que pays d'origine et pays hôtes afin que nous n'ayons plus à vivre ce qui s'est passé à Nice ou à Berlin. Je parle précisément de cela où des Tunisiens sont impliqués. Je ne mets pas, bien sûr, évidemment, je mets tous les actes terroristes un petit peu sur le même plan. Mais quand nous sommes responsables en tant que nation, si on se respecte, nous devons absolument nous assurer que nos citoyens ne fassent du tort et du mal à personne. À votre avis, est-ce qu'il y a une issue à cette crise? Parce que apparemment, le peuple est contre, ou du moins ceux qui ont manifesté. Le ministère des Affaires étrangères est très réticent. Le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas fait d'annonce. Et il y a aussi le parti Ennahda. Donc, tous ces éléments, comment les concorder ensemble? Premièrement, en écoutant le peuple a tout à fait le droit d'avoir peur.
Nous, en tant que Tunisiens, nous avons peur. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas voir des actes terroristes dans notre pays. C'est de notre droit le plus absolu de vivre en paix. Et c'est le devoir le plus absolu du gouvernement d'assurer cette paix. Premièrement, si le parti Nahda veut proposer quoi que ce soit, il devra assumer la responsabilité devant le peuple tunisien de n'importe quel acte terroriste qui va être perpétré dans le futur par un de ces jeunes dans le retour. Et là, c'est bien clair. Si personne ne peut prouver si le parti Nahda a été responsable de leur départ, et je pense que s'il l'a été, il devrait avoir le courage et l'honnêteté et le patriotisme de vouloir le reconnaître. S'il ne l'a pas fait, certainement qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. La personne responsable doit devoir en reporter. Et maintenant, face à cela, bien sûr, la situation, on doit la résoudre. C'est un problème qu'on doit résoudre aujourd'hui, qu'on aurait dû résoudre, comme je l'ai dit, au moins il y a 6 ans, qui n'aurait jamais dû se faire. Maintenant, puisqu'il est là, il doit falloir s'armer de toute la sagesse. Et en disant sagesse, c'est pour cela que je parle beaucoup au gouvernement aussi de s'assurer qu'il s'adresse aux bonnes personnes, aux meilleures compétences, à nos sages. Nous avons des personnes très sages dans notre pays en Tunisie, qu'on ne voit peut-être pas à la télé, qui ne sont pas autour des gens au pouvoir, mais c'est une grande perte, parce qu'ils pourront nous dire ce qu'il faut faire, en nous concertant avec aussi nos voisins algériens qui ont quand même connu la décennie noire, apprenons ce qui se passe, et faisons en sorte de ne pas faire d'erreur et certainement de ne pas permettre de mettre la vie des Tunisiens en danger en Tunisie, la vie des Tunisiens hors de la Tunisie et la vie de n'importe quel citoyen du monde en danger du fait d'un de nos citoyens. À votre avis, est-ce que le Proche-Orient est une région qui exporte de jeunes terroristes? Si cette région exporte des terroristes, est-ce à cause des circonstances politiques ou est-ce par manque de concordance, comme vous l'avez dit, entre les différents pays voisins? Plusieurs causes. Premièrement, certainement, pas de coordination entre les pays d'origine, les pays hôtes. Les pays hôtes, européens ou autres, n'ont jamais eu une stratégie claire vis-à-vis des immigrés qui leur viennent ou des réfugiés ou de tout cela. Il n'y a pas eu de concertation. Moi-même, ma thèse de doctorat a porté sur l'immigration depuis 1997, où j'avais dit que si l'Europe ne faisait pas cette stratégie et n'était pas responsable et ne faisait pas cette coordination, elle allait souffrir plus tard des résultats de cette non-action ou non-politique. Donc ils sont responsables, nous sommes responsables, et par conséquent, il est plus que jamais important d'arrêter évidemment d'être vu comme une région exportatrice de terroristes, ce qui est horrible. Et certainement, je parle pour la Tunisie, le fait qu'on soit maintenant tellement stigmatisé. J'étais au téléphone, par exemple, avec ma fille qui vit en Europe, qui me dit « Nous sommes maintenant stigmatisés ». Elle-même, en tant que Tunisienne, voit dans le regard de l'autre cette idée de dire « Ah oui, Tunisien, probablement ». Et j'arrête pas d'avoir, bien sûr, des amis, des personnes. On commence à ressentir cela. Pourquoi faire cela à notre nation? Qui est responsable de se permettre, d'avoir permis que nos jeunes réellement soient tellement désespérés qu'ils cherchent soit à devenir terroristes, et peut-être ils sont partis sans le savoir, soit à se suicider, soit à vouloir immigrer clandestinement et se noyer en mer, soit se droguer. Tous ces fléaux, qui est responsable? Le gouvernement, mais les familles, mais nous tous, nous sommes tous responsables de nous occuper de nos jeunes. Et il y a eu des révolutions qui ont été déclenchées depuis 2011 justement pour faire en sorte que ces jeunes retrouvent leur place dans leur pays, mais apparemment ça n'a pas encore donné de fruits. À votre avis, est-ce que c'est normal parce que après la révolution, bon, on a besoin de beaucoup de temps, ou est-ce que les révolutions se sont mal tournées? Il y a eu une déviation quelconque? Il y a eu certainement une déviation quelconque. Je pense qu'on a perdu énormément de temps. 6 ans, ça peut paraître très peu si on parle de la Révolution française, 200 ans, ou même du Portugal, la plus courte, 10 ans. Mais pour moi, je pense que maintenant, 6 ans, c'est beaucoup trop. Justement, les révoltes se sont passées parce que les gens voulaient vivre dignement, parce que les jeunes voulaient avoir droit à un emploi.
Or, en Tunisie, le chômage a doublé. Au lieu de résorber les 300 000, il a doublé. Nous en sommes à 700 000 ou probablement plus. Nous n'avons pas résolu les problèmes en temps voulu avec les personnes compétentes dont on a besoin. Nous avons perdu de temps à tergiverser, à écrire une constitution. Ça nous a pris 3 ans. Pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas de compétences, de personnes qui sont capables de produire cela? Toute cette perte de temps, nous sommes en train de la payer très cher maintenant. Le peuple tunisien est en train de payer très cher l'incompétence et la non-action qui aurait dû être rapide dès le départ, savoir vraiment ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Aucun gouvernement, aucun ministre, aucun président de la République actuellement, aucun chef de parti n'a plus le droit à l'erreur et se permettre un certain amateurisme et laisser le peuple tunisien. Pourquoi le laisser comme ça? Que voulons-nous? Qu'attendons-nous? Que pensons-nous que le peuple va faire si on le laisse sous ce stress permanent de la cherté de la vie, de l'insécurité, de réellement ne pas savoir, ne pas pouvoir s'assurer que nos enfants puissent les éduquer de la même manière? Pourquoi? Alors que la Tunisie a eu la chance d'avoir un Bourguiba qui, dès l'indépendance, nous a fait gagner 200 ans, peut-être 300 ans, par rapport aux autres, en tout de suite agissant sur le droit des femmes, la santé, l'éducation, le planning familial, tout était clair, limpide, il a bougé, il était un leader. La Tunisie manque d'un leader. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un leader clé, nous avons besoin d'un comité des sages présidentiel qui sache ce qu'il faut faire, qui bouge maintenant, et que les partis politiques arrêtent leurs querelles qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas au service de la Tunisie. Nous avons besoin simplement de patriotes incorruptibles qui prennent maintenant les choses en main et résolvent les solutions. À votre avis, pourquoi est-ce que vous avez perdu du temps? Est-ce je ne veux pas dire la surrection, mais le fait qu'il y a eu cet islam politique qui a surgi dans la région, est-ce que c'était une perte de temps? Est-ce que la création et la dominance du parti Ennahda a fait perdre du temps à la Tunisie? Certainement, parce qu'on ne peut jamais mixer la religion avec l'État. Seule la laïcité a droit au chapitre. On ne peut pas. La religion est quelque chose de très personnel et doit rester du domaine du privé. La politique, la loi est du domaine du public. Donc la loi doit gouverner les institutions. Et il faut se poser la question, sommes-nous un État de droit ou pas? La Tunisie veut-elle être un État de droit? Et ne certainement pas, comme je l'ai dit, ramener, parce que nous n'avons jamais eu un problème d'identité en Tunisie. Or, le premier slogan qu'on a entendu après la Révolution, c'était qui sommes-nous? Identité, sommes-nous musulmans? La question ne s'est jamais posée. Nos parents, nos grands-parents ont toujours été religieux. On n'a pas eu besoin de quelqu'un qui vienne nous dire « Ah, vous êtes religieux ou non religieux ». Tous ces faux problèmes, cette remise en cause même des droits de la femme. Pourtant, la femme tunisienne qui a eu ses droits pendant 60 ans, venir vouloir remettre en cause son droit au travail ou son droit à l'éducation était un non-sens. Ça nous a fait perdre du temps. Donc maintenant, je demande, avec le plus grand respect, aux patriotes, encore une fois, de réellement voir quels sont les problèmes et les résoudre, parce que nous ne manquons pas de gens compétents, nous ne manquons pas de patriotes, nous ne manquons pas de gens qui savent maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Faisons-le et arrêtons de faire perdre leur temps aux Tunisiens. Comment voyez-vous le parti d'Ennahda et sa présence et ses actions je veux dire, positives, parce qu'il n'est pas passif, ce n'est pas un parti passif. À votre avis, comment évaluez-vous sa position en Tunisie? Je pense que Ennahda, dernièrement, a dit qu'il voulait devenir un parti civil. J'ai personnellement publié un article où j'ai posé 15 questions clés au parti Ennahda. Je leur ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, quelle est votre valeur ajoutée si maintenant vous dites que vous êtes devenu un parti comme tous les partis, un parti politique, sans le mixer avec la religion. J'aimerais bien savoir justement leur point de vue de la laïcité. S'ils sont un parti civil, normalement, ils doivent accepter que nous ayons une séparation très claire entre la religion et l'État, et que cet article 1er de la Constitution
qui depuis 1959 nous hante, qui va continuer à hanter nos jours et nos nuits, qui disent que nous sommes un État musulman. Qu'est-ce que ça veut dire un État? Les gens peuvent avoir une religion, l'État ne peut pas avoir de religion. Donc, leur position vis-à-vis de cela, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de tout cela, nous avons besoin de savoir. Alors, si clairement on nous dit ce que c'est, ce sera aux Tunisiens de juger, de décider finalement quel parti ils peuvent choisir. Mais pour moi, maintenant, le problème est au-delà des partis. Le problème est réellement d'avoir la meilleure équipe qui puisse réellement être capable de résoudre nos problèmes économiques, parce que la situation économique s'est tellement dégradée ces 6 dernières années. La population tunisienne s'est tellement appauvrie. Nous n'avons plus de classe moyenne. Nous avons des pauvres, nous avons une petite élite de 20% probablement maximum qui s'en sort, et nous avons tout le reste de la population tunisienne qui ne s'en sort plus économiquement, politiquement, socialement, culturellement, sur tous les plans. Donc il est temps maintenant que ceux qui savent le faire prennent le relais et puissent sortir la Tunisie de la situation où elle est. Et après, évidemment, les élections sont là, les Tunisiens sont libres d'élire qui ils veulent. N'importe quel parti, je n'ai aucun problème. Mais maintenant, la situation est devenue assez grave et on n'a plus le droit à l'erreur. À votre avis, le Proche-Orient, est-ce qu'on peut dire que le Proche-Orient est une partie ou une région du monde qui a besoin de beaucoup de temps pour s'en sortir, et pas seulement la Tunisie? Logiquement, non. Pourquoi aurions-nous besoin de temps? Nous avons les moyens financiers, nous avons des ressources naturelles. Quand je dis nous, tous les pays arabes, certains en ont, certains n'en ont pas. Nous sommes capables, entre nous, entre les 22 pays arabes, si nous avions compris, comme l'Europe l'a compris il y a 60 ans, si nous avions compris l'importance de nous unir, d'ouvrir nos frontières, de nous assurer d'avoir des échanges commerciaux, une liberté de circulation des biens, des services, de la main-d'œuvre, nous, normalement, nous ne devrions avoir besoin de personne, ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de personne. Entre nous, nous sommes capables de faire tout cela. Pourquoi cela ne s'est pas fait? Malheureusement, les dirigeants ne l'ont pas voulu. Or, nous avons tout qui puisse nous réunir. Que je sois ici ou que je sois à Sanaa ou au Koweït, c'est la même langue, c'est la même culture. Nous sommes tellement proches, nous écoutons tous Kalthoum, nous aimons tous Cheikh Imam. Donc, par hasard, ils sont égyptiens, mais ils sont tellement connus que je dirais ils sont arabes, ils sont même plus... Ces gens-là, tous nos grands chanteurs n'ont plus cette nationalité. Donc, tout cela, nous aurions dû le faire. Et nous sommes encore capables maintenant, si nous voulons, si nous avons les bons dirigeants en place, les bons gouvernants, de pouvoir le faire. Rien ne nous empêche. Vous êtes juriste international, légalement parlant. Quelle est la position de ces repentis, de ces jeunes qui veulent retourner en Tunisie? Est-ce que légalement parlant, on a le droit de ne pas leur permettre le retour, ou est-ce que c'est leur droit en tant que citoyen de retourner, mais de subir quand même un certain châtiment, un certain traitement? Ces personnes, s'ils ont commis des crimes ailleurs, sont des criminels. Un criminel a le droit de rentrer dans son pays, mais de rentrer en prison, ce qui s'applique légalement à tout criminel. Donc il ne faut pas essayer de faire une confusion, ce que probablement, avec leur proposition, Nahda a mis les gens en confusion, on ne sait plus qui sont qui. S'ils ont commis, s'ils sont innocents, c'est à la justice de nous dire qu'ils sont innocents, s'ils n'ont commis aucun acte répréhensibles en Syrie ou ailleurs. Évidemment, s'ils sont innocents, ils vont être dehors. C'est leur droit, bien sûr, le plus légal de rentrer, parce que le droit international prévoit la liberté de chaque personne de pouvoir quitter son pays et revenir dans son pays. Il n'a pas le droit de le faire par rapport à d'autres pays, mais son pays, oui. Mais encore une fois, si ce sont des criminels et que la justice prouve qu'ils ont fait des actes répréhensibles, certainement, ils doivent absolument recevoir le châtiment, parce qu'autrement, ce serait quoi la différence entre un Tunisien qui aurait tué un autre Tunisien en Tunisie ou un Tunisien qui aurait tué un Syrien? Pourquoi celui-là aurait droit au repentir alors que l'autre serait considéré comme un criminel, un meurtrier et serait mis en prison? Ça n'a aucun sens.
Et à votre avis, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si vraiment ils ont contribué à des actes ou pas? Parce qu'ils peuvent, comment le prouver? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils auraient? En coordonnant. La Tunisie doit coordonner absolument avec les Syriens, avec les Irakiens, avec les Libyens, avec tout le monde, avec même les Européens. Par exemple, imaginons que le jeune qui a pris un camion qui a tué des gens innocents faisant leurs achats de Noël. Aussi horrible que cela puisse paraître. Imaginons qu'ils soient en vie, qu'ils rentrent en Tunisie. On est capable de le prouver. Donc la justice est capable, la police internationale, nous avons un conseil des ministres intérieurs, des affaires intérieures qui se réunit. Il n'y a même pas une semaine, les ministres des Affaires étrangères étaient là à la Ligue arabe. Donc tous ces gouvernements doivent pouvoir coordonner et savoir et donner à la justice, c'est son travail, de dire qui est innocent, qui ne l'est pas, et de prendre les conséquences, les mesures nécessaires. À votre avis, est-ce que les pays du Proche-Orient étaient prêts pour toutes ces révolutions-là? Probablement pas, puisque ces révolutions n'ont pas eu de leader. Ce qui leur a manqué, c'est des leaders qui auraient eu une stratégie, une vision. Parce que se révolter pour le plaisir de se révolter sans savoir juste le faire comme cela, parce qu'elles n'ont pas été prévues. Bouazizi, Allah yarhamou, je ne pense pas qu'en s'immolant par le feu, voulait programmer n'importe quoi. Le problème, après, c'est que le peuple, quand il est descendu, il n'a pas eu de leader. Ou s'il y a eu un leader comme Chokri Belaïd, que Dieu ait son âme, Chokri a été assassiné, comme le Hajj Brahmi, comme les patriotes, d'autres. Donc finalement, nous n'avons pas eu de leader qui auraient pu réellement conduire le peuple là où il faut et après, surtout, lui assurer la dignité. Tous les slogans qu'on a entendus, que les gens ont dit durant les révolutions dans toutes les rues de beaucoup de pays arabes, finalement, il n'y a pas eu cela. Et c'est ce qui nous a manqué et c'est le prix que nous sommes en train de payer actuellement. Les pays arabes entre eux, c'est comme l'action et la réaction. Ce qui s'est passé en Syrie s'est répercuté notamment sur toute la région. À votre avis, comment évaluez-vous la Syrie en ce moment, la situation en Syrie? Honnêtement, je ne peux pas en parler sans avoir réellement très mal, parce que je connais tellement de Syriens. Pour moi, la Syrie, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas un pays par hasard, c'est un pays que j'adore, où j'ai été plusieurs fois. Je me suis promenée plusieurs fois dans les rues de Damas, avec cette très belle odeur du jasmin, dans ces petites maisons blanches. La Syrie, c'est beaucoup trop proche pour moi. Comme j'ai dit, j'ai la peur au ventre chaque jour qu'il y a quelque chose qui se passe parce que j'ai peur que quelqu'un m'annonce qu'un de mes amis syriens se soit fait tuer là-bas. Donc, j'espère réellement que la Syrie pourra s'en sortir pour son peuple. J'espère que ceux qui sont en charge prendront les bonnes décisions. J'espère que tous ceux qui ont envoyé des personnes ou qui sont en train de se faire la guerre, interposer pas dans leur pays, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas le faire. S'ils veulent faire la guerre, ils ont besoin de la faire avec qui ils veulent, directement, mais pas faire leur guerre dans un territoire qui n'est pas le leur. Il va falloir qu'ils sortent. On va voir maintenant avec la politique américaine, avec le nouveau leadership américain, quelle va être l'influence sur notre région, parce qu'il y aura certainement une très grande influence, parce qu'il y a quand même un changement assez radical dans ce leadership américain. Voyons aussi comment l'Europe pourra ou jouera ou ne jouera pas aucun rôle. Voyons ce que la Russie fera avec la perte atroce de la manière dont leur ambassadeur a été tué en Turquie. Je crois qu'il y a tellement de changements qui sont en train de s'opérer devant nos yeux qui vont quand même changer pas mal la donne. Et 2017 ne sera certainement pas comme les 6 dernières années qu'on vient de vivre. À votre avis, quel est l'événement le plus frappant en 2016 concernant notre région? Il y a tellement d'événements. Honnêtement, je ne pourrais pas en citer un. Il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? C'est cette continuation de tout ce qui se passe devant nos yeux. C'est certainement ce qui m'a frappé le plus. Nous venons de perdre un Tunisien qui, selon ce qu'on sait, a été tué par les Israéliens. Je crois que c'est très choquant pour moi en tant que Tunisienne, entendant chaque fois parler de notre souveraineté tunisienne, qu'on ait pu permettre
à Israël, et ce n'est pas la première fois, à Israël a déjà frappé à Hamem Shat, a déjà tué des militants palestiniens, mais que maintenant ils puissent entrer dans notre pays avec cette impunité, tuer, en ressortir, faire même une vidéo. Les médias israéliens étaient chez nous, ils ont fait leur documentaire, ils sont repartis. Qui est responsable? Mais comment se fait-il qu'ils sont rentrés Ben, c'est ce que je veux comprendre, c'est ce que je demande à notre gouvernement, à tous nos ministères, nous qui n'arrêtons pas de parler de notre souveraineté. Comment est-ce que cela a pu se passer? Je me demande ça dans le plus grand respect. Je n'ai pas toutes les données de ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est passé réellement comme cela? Est-ce que non, ce n'est pas vrai, que ce n'est pas Israël, c'est quelqu'un d'autre? Nous voulons savoir qui est venu, qui est en train de rentrer chez nous en toute impunité. Parce que s'il l'a fait hier pour tuer quelqu'un à Sfax dans ma région natale, actuellement presque dans là où on avait l'habitude de vivre, ma famille, ma grande famille vit là-bas, c'est quand même assez choquant pour les Tunisiens. Et comme je l'ai dit, si ce ne sont pas ces faits-là, le peuple tunisien a le droit de savoir dans la transparence la plus totale, tout le temps, tout ce qui se passe. Nous avons un droit. Ce n'est pas une faveur que le gouvernement devrait nous faire, c'est un droit que nous exigeons des gouvernants que nous avons. Quand il y a des révolutions, ceci implique un changement idéologique. À votre avis, est-ce que l'idéologie ou la façon de penser du monde arabe, que ce soit les peuples ou que ce soit les leaders, a changé? Non, non, je ne crois pas. Il n'y a pas encore eu de vraie révolution. Il y a probablement eu des soulèvements dans ces pays-là. Je ne dirais pas cela des révolutions, parce que les révolutions ne se définissent pas comme juste le changement de chef d'État ou le changement d'équipe gouvernementale. Une révolution suppose une transformation radicale de tellement de choses, culturelles, idéologiques et tout cela. Et nous sommes encore loin d'avoir réellement ces changements-là. De retour à ce que vous avez mentionné concernant le leadership américain, les États-Unis est un pays d'institutions et la gouvernance ou tout ce qui a trait à la politique étrangère est fait selon une stratégie à long terme. Est-ce que le changement de la personne qui est à la tête du pays va vraiment avoir, il va y avoir vraiment un changement? Je pense que oui, fondamentalement. Parce que contrairement à une certaine continuité de stratégie qu'on connaissait avant, c'est quand même la personne, le président de l'État est tellement différent, il est en train de ramener une équipe gouvernementale tellement différente, il a pratiquement toutes les majorités du Sénat et il a tout ça qui va lui permettre de fondamentalement, je pense, changer. Mais j'attends encore le discours d'investiture, parce que probablement que tout ce qu'il a dit dans la campagne est quelque chose. Il est probable que, comme certains le pensent, c'était seulement des campagnes pour pouvoir gagner les élections et qu'après il changera. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'au vu de l'équipe gouvernementale qu'il est en train de constituer, il va y avoir, et cela aussi va dépendre beaucoup de tous les conseillers qu'il va ramener, il va quand même y avoir un changement assez significatif et certainement par rapport à la politique étrangère. À votre avis, pourquoi est-ce que Trump voudrait avoir de meilleurs rapports avec le Proche-Orient? Je n'ai pas dit qu'il voudrait avoir de meilleurs. Je dis qu'il va avoir certainement des rapports différents des autres équipes gouvernementales précédentes. Si là, maintenant, ce sera son choix, évidemment, en pleine souveraineté, quelle politique étrangère? Mais tout ce que je sais, c'est que j'espère que la politique étrangère, c'est comme il a dit, c'est que les États-Unis s'occupent réellement des États-Unis, beaucoup plus que d'interférer dans notre région, parce que notre région a le droit, a maintenant besoin réellement qu'elle se concerte avec elle-même, qu'elle puisse se réconcilier avec elle-même, qu'elle puisse enfin apporter le développement et la prospérité et la paix qu'on a promis depuis 60 ans, sans qu'il y ait aucune interférence de personne, soit des Américains, des Européens ou même des Chinois. Il est grand temps qu'on puisse réellement pouvoir prendre notre avenir en main. D'où une meilleure ou de meilleurs rapports qui soient en notre faveur, probablement si ceci a été exaucé. J'espère, mais je sais que la politique est basée sur les intérêts. Je ne suis pas naïve de croire que c'est une question de sentiment.
Donc je n'ai pas tellement besoin que qui que ce soit nous aime ou nous déteste, mais que nos gouvernants, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on s'assure que nous servions réellement les intérêts de nos peuples et de personne d'autre, d'aucune autre puissance ou de personne, qu'on soit focalisé à assurer développement, paix et prospérité à nos peuples, simplement. La Libye, vous partagez des frontières avec la Libye, c'est votre voisin, c'est un voisin très proche. Et cependant, la Libye abrite plus de 1400 milices armées. Est-ce que cette présence armée très importante constitue un danger pour vous? Est-ce que ceci vous inquiète en tant que Tunisien? Avant de m'inquiéter, je m'inquiète pour le peuple libyen. C'est un peuple frère. Je connais encore une fois énormément de Libyens, énormément d'amis. Il y a 2 jours, j'étais aussi avec un Libyen en meeting. Donc pour moi, la Libye, premièrement, je pense au peuple, je pense à leur sécurité avant de penser à qui que ce soit. D'une part, et j'espère que les Libyens vont s'en sortir. Ils ont vraiment tellement besoin de s'en sortir. C'est un peuple tellement ami et amical. Et c'est un peuple avec qui on a tellement de très bonnes relations. Il y a beaucoup de familles libyennes qui sont mariées à des familles tunisiennes. Et quand il y a eu, après justement ce qui s'est passé en Libye, tous les Libyens qui sont venus en Tunisie, ils ont été accueillis dans des familles tunisiennes. Ils n'ont pas été dans des camps de réfugiés parce que nous considérons que nous sommes le même peuple et nous sommes très proches. Maintenant, cela étant dit, évidemment, les terroristes, les milices, tout ce qui se passe, évidemment, représente un danger réel pour la Tunisie. Et il est impératif que notre gouvernement, que notre ministre de la Défense et tous les ministères et tout le gouvernement s'assurent que nos frontières sont très bien protégées, qu'il n'y a pas de gens. Par contre, nous devons en même temps nous assurer que les Libyens innocents, frères, qui veulent demander refuge ou qui viennent se faire soigner en Tunisie, que tout cela se fasse dans les meilleures conditions parce que je les considère comme des Tunisiens. Et finalement, nous avons juste quelques secondes pour savoir, à votre avis, est-ce que la présence de jeunes terroristes au Proche-Orient ou le recrutement de jeunes terroristes au Proche-Orient, à votre avis, est-ce à cause des circonstances économiques, des conditions économiques? Est-ce à cause de l'ignorance? Est-ce à cause de la pauvreté? Ou peut-on pointer du doigt le dialogue religieux? C'est à cause de tout ça. C'est le dialogue religieux, parce qu'il n'y a pas eu de changement de dialogue religieux, parce qu'on n'a pas donné la chance aux religieux modérés, comme par exemple de la Zaytouna en Tunisie ou d'autres leaders religieux. On ne leur a pas donné cette plateforme. Or, on l'a donné à tous les extrémistes. On a permis que les télévisions, que les médias sociaux et tout puissent propager tous les discours de haine en toute impunité. Mais c'est aussi la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est la non-responsabilité des familles, c'est la non-responsabilité des gouvernements, des partis politiques. C'est la responsabilité de tout le monde. On est exactement dans le même bateau. Il va falloir qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Soit on réussit, soit on va tous se noyer ensemble. Et j'espère réellement qu'on comprenne cela, que les messages arrivent à tout le monde et que pour une fois, tout le monde se sente responsable. 370 millions d'Arabes sont responsables de leur région. À eux de prouver qu'ils vont pouvoir assurer la paix dans cette région. Docteur Khadija Lemralla, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes juriste international et vous avez été avec nous aujourd'hui à partager avec nous notre dernière émission de direct en 2016 en tant que Tunisienne qui se soucie vraiment de tout ce qui pourrait nuire à son pays. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre franchise et pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup, ça a été un vrai bonheur et plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Merci beaucoup. Eh bien, reste à vous souhaiter, d'habitude je vous souhaite tous les jeudis soirs une bonne soirée, un excellent week-end, mais là je tiens à vous souhaiter une excellente année 2017 avec beaucoup moins de problèmes à titre personnel, à titre international, à titre mondial. On a beaucoup vu en 2016, espérons le mieux en 2017, donc c'était la dernière édition de Direct en 2016 parce que vendredi et samedi il n'y a pas de direct. Et donc, à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt.